Salut à tous et bienvenue sur VE 974. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour le test du Hyundai Kona 64 kWh. Comme on l'a annoncé lundi, aujourd'hui notre test va essentiellement porter sur son autonomie. Donc on va partir faire les trajets. En attendant, je vais rapidement vous parler de la recharge. Il faut savoir que ce Hyundai Kona accepte deux types de prises, la type T2 en 7,5 kW et la type combo qui pourra aller jusqu'à 100 kW, donc pour recharger en vitesse rapide, ce qui pourra vous donner quasiment l'autonomie pleine en moins de 50 minutes. Pour l'instant, on n'en a pas encore sur la Réunion, mais c'est amené à venir. En attendant, on va vous parler rapidement des petites options à l'intérieur. Au niveau technologique, il faut savoir que c'est un petit bijou de technologie à l'intérieur. Donc on va vous montrer tout ça, c'est parti. Donc voilà, donc là on se retrouve à l'intérieur de ce Hyundai Kona. Donc au niveau de l'intérieur, c'est très bien fait, les matériaux même plastiques sont de très bonne qualité, et c'est surtout en fait cette partie qui est très intéressante puisqu'elle a été largement surélevée par rapport à la version thermique. Donc la version thermique, on va avoir une centrale qui est beaucoup plus basse avec donc le pommeau de vitesse, alors que là pour la version électrique on se retrouve vraiment avec une partie centrale qui est très agréable donc pour conduire, sachant qu'un électrique ça se conduit d'une seule main. C'est plutôt appréciable. Au niveau des rangements, donc on a deux portes gobelets classiques et ce grand coffre central qui est très agréable. On peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et juste en dessous, on peut encore mettre deux téléphones par exemple, la partie passager peut largement y mettre son téléphone pour le recharger juste ici avec des prises USB, un vrai allume-cigare ici à la gauche en 12 volts. Et pour le conducteur, ce qui est très intéressant, c'est ce petit vide-poche qui est en fait un recharge pour le téléphone sans fil, donc compatible avec la plupart des téléphones modernes comme l'iPhone 10. Et lorsqu'on le branche en USB, que ce soit un Android ou un iPhone, on peut directement avoir le mirror screen sur l'écran principal. Donc ça c'est très intéressant, c'est une option qui est proposée de plus en plus dans les véhicules d'aujourd'hui et qui permet d'avoir avec les applications compatibles son téléphone sur l'écran principal. Donc ça c'est très intéressant puisqu'une fois qu'on ferme le petit vide-poche, on n'a plus besoin de toucher à son téléphone, on utilise directement les commandes de la voiture. Donc ça c'est très agréable. Pour ce qui est des menus sur l'écran, donc on a un écran tactile qui est plutôt sympa, plutôt bien fait. Il n'y a pas de fioritures, c'est très simple d'utilisation, on s'y retrouve assez facilement. Et il y a une petite personnalisation, donc mon menu où on peut rajouter directement l'accès à la radio, multimédia, etc. Ce qu'on a l'habitude d'utiliser, donc ça c'est très appréciable. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc configurer Android Auto et l'Apple CarPlay. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des commandes au volant, on a les commandes classiques, donc éclairage, les essuie-glaces. Ici on va avoir le limitateur de vitesse, le régulateur. Et les commandes pour la fonction multimédia, donc le téléphone, le volume, changer de station, etc. Donc ça, c'est plutôt basique. Et on a ces petites palettes au volant qui ressemblent aux palettes de volant de changement de rapport sur les voitures thermiques, qui en fait là, va nous permettre de changer la façon dont on récupère l'énergie de la voiture. Plus vous allez être sur un mode forcé, donc le mode 3, plus la voiture va récupérer d'énergie lorsque vous allez ralentir. Et quand vous êtes en mode 0, donc sans le mode récupération, enfin vous récupérez quoi qu'il arrive, mais là la voiture est quasiment comme en roue libre. Donc ça c'est très agréable. Et le mode 3, je dois vous avouer, ressemble énormément à l'option qu'on avait, si vous avez regardé nos tests de la Nissan Leaf, à l'e-pédale. C'est ce qui permet en fait de ne jamais utiliser le frein. Dès que vous lâchez l'accélérateur, la voiture freine toute seule avec ce frein moteur, frein d'énergie. En plus de récupérer énormément d'énergie, c'est très confortable. Mais surtout, c'est très économique puisqu'en fait, vous évitez d'user les plaquettes et les disques de frein puisque vous utilisez que le frein moteur. Donc là, avant de les changer, je peux vous dire qu'il va se passer pas mal de bornes. Donc ça, c'est vraiment une très bonne qualité qu'à ce qu'on a avec la Nissan Leaf deuxième génération. Pour ce qui est de l'habitabilité, c'est quand même assez confortable. Le fait que la batterie soit juste sous le plancher, c'est vrai que ça manque un petit peu de profondeur pour les passagers au niveau des jambes. On est tout de suite sur le plancher direct, il n'y a pas d'allongement pour les jambes. Et pour quelqu'un qui est assez grand, c'est vrai que le plafond est assez bas. Donc ça reste un SUV, on est entre un mi-break et un mi-4x4, donc c'est vrai que quelqu'un qui fait un peu plus d'1m80, 1m85 va se sentir peut-être un petit peu à l'étroit. Mais sinon, pour le reste,
pour quelqu'un de taille moyenne, c'est vrai que c'est quand même relativement très agréable. La configuration des sièges en tout électrique, et là on peut vraiment configurer le siège pour être le plus à l'aise possible dans le véhicule, c'est quand même très agréable. On va aller faire un petit tour du côté du coffre. Je vais vous montrer, il n'y a quasiment pas de différence avec la version thermique. C'est parti. Donc voilà, donc au niveau du coffre, on a quand même de la place. Il faut savoir que comme l'électrique n'a pas, la batterie est au sol, on conserve vraiment un très bon coffre de 330 litres il me semble. Juste une petite chose que je regrette personnellement sur ce véhicule, c'est qu'aujourd'hui le Jaguar E-Pace le fait, Tesla le fait sur tous ses modèles, c'est qu'ils ont réussi à intégrer le moteur en fait directement dans les roues. Ce qui fait qu'à l'avant, on a un petit coffre. Sous le capot, au lieu d'avoir le moteur, on a tout simplement un petit coffre. Et comme on a une voiture électrique, on se balade avec des câbles. L'avantage de ce petit coffre à l'avant, c'est qu'on peut mettre ces câbles dedans. Et ça nous évite de prendre de la place assez inutilement dans le coffre. Même si cette pochette est assez bien pensée avec les scratchs, quand on va faire les courses, malheureusement, on ne se retrouve pas avec un coffre totalement lisse. Mais ça va, c'est que mon avis personnel. Une fois posé au sol, le câble prend pas beaucoup de place. Voilà, ça c'était pour l'habitabilité de cette voiture. On va aller faire l'essai routier. Donc notre trajet d'aujourd'hui va être très simple. On va aller jusqu'à Saint-Pierre en mode Eco Plus, on va revenir en mode Eco Plus. On va venir se recharger ici pour déjeuner, on va aller manger. Et ensuite on va refaire le même trajet, aller-retour, mais en mode sport. Le mode Eco Plus, je vais conduire de façon totalement allégée, très souple, comme quelqu'un qui fait très attention au fait qu'il roule avec un véhicule électrique. A l'inverse, avec le mode sport, je vais avoir des accélérations brutales à chaque intersection, pour faire plaisir quand même avec le véhicule, parce que c'est quand même un véhicule de 204 chevaux, et aller aux limitations de vitesse maximum, jusqu'à 110 tout le long de la route des Tamarins, même en montée. Donc ce qui va nous permettre justement d'avoir cette autonomie moyenne, et c'est ce qu'on recherche. Allez, on prend la route, c'est parti. Donc juste avant de partir, je vous montre rapidement, donc on part avec 84% d'autonomie. Donc l'afficheur nous affiche 392 km d'autonomie restante. Donc voilà, 392. Donc on est en mode Eco Plus. Et on va aller justement voir si on peut atteindre ces 392 km d'autonomie. Sachant que si on se met en mode sport, l'autonomie va largement différencier. Puisque là, en fait, il nous affiche 376 km d'autonomie restante. Donc déjà, ça donne déjà tout de suite un calcul, un pré-calcul de l'autonomie en fonction du mode de conduite. Donc, pour activer le mode Eco Plus, je reste appuyé sur Drive Mode. Et là, je suis en mode Eco Plus. Et là, le limitateur de vitesse se met automatiquement sur 90 km/h. Allez, c'est parti pour cet essai conduite du Hyundai Kona 64 kWh. Donc petit bilan après mi-parcours, parce qu'on est parti à l'extrême nord de l'île de Saint-Denis, on arrive ici à l'extrême sud, donc on est sur le port de Saint-Pierre. On a fait exactement 91 km, ce qui a représenté seulement 14% de la consommation de la voiture. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Ça voudrait dire que si on reste sur la même conduite qu'on a eu là, donc en mode Eco Plus, on pourrait faire 3 allers-retours complets Saint-Denis, Saint-Pierre sans avoir à recharger, et il resterait même encore de la batterie. Donc on a fait un petit calcul rapide en fonction de la consommation qu'on a eu là et la consommation moyenne, en roulant en Eco Plus, en faisant un mix entre de la nationale à 110, de la ville à 50 et de la départementale à 70, à une autonomie de 650 km. Ça reste encore théorique, c'est en fonction des calculs de cette distance qu'on vient de faire qui est de seulement 91 km, ce qui est énorme pour un véhicule 100% électrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de Saint-Pierre, donc du port de Saint-Pierre qui est ici. On va aller directement sur Saint-Denis, direction Saint-Denis, par l'est. Donc on va aller prendre un peu plus de route de montagne, ce qui devrait dépasser par contre là les 14% entre Saint-Pierre et Saint-Denis, puisque là on va avoir beaucoup plus d'accélération à faire en sortie de pont. Allez, c'est parti, on se retrouve à Saint-Denis.
Voilà, c'est le bilan de ce premier tour de l'île en mode Eco Plus, donc le mode plus efficient de cette Hyundai Kona. Donc après 5h30 de route et 222 km parcourus avec seulement 34% d'utilisation de la batterie. Hein, c'est-à-dire on est parti d'ici, comme on vous a montré sur les images, à 84%, là il nous en reste plus que 50%. Donc on a fait exactement 34%, 222 km, ce qui est énorme. En niveau confort de conduite, on est quand même plutôt à l'aise, à part le cadreur qui est quand même assez grand, qui fait un peu plus d'1m90, même en siège passager, reculé à fond, etc. C'est vrai qu'au niveau des jambes, ça manque un peu de profondeur, ça on l'a déjà expliqué à cause justement de la batterie qui est sous le plancher, on manque un peu de profondeur de jambes. Mais sinon dans l'ensemble, en tout cas moi en tant que conducteur, j'étais vraiment très à l'aise. Le siège se règle tellement de façon personnalisée, on se sent vraiment bien et on peut faire vraiment beaucoup de routes. Là vous voyez, je viens de faire plus de 220 bornes et au niveau du corps j'ai mal nulle part. Souvent on a mal au lombaire et là c'est très bien pensé. On peut régler vraiment l'intensité du gonflage, je sais pas si c'est un gonflage, en tout cas ça vient durcir au niveau des lombaires, ce qui permet d'être vraiment droit pendant tout le long de la route. Pour le reste, c'est vraiment une voiture très haute technologie. On regrette un petit peu le fait qu'il n'y ait pas l'option de suivi de ligne, un peu l'autopilote de chez Hyundai. Il ne sera pas importé à la Réunion, hein, puisque c'est considéré comme le marché africain, un peu comme la Nissan Leaf si vous avez pu regarder notre essai du mois de juin. Il n'y a pas ce suivi de ligne avec le régulateur intelligent qui permet de garder ses distances avec le véhicule d'en face. Mis à part ça, le mode Eco Plus est quand même relativement très confortable. Tout est très souple, chaque accélération qu'on fait, il n'y a pas de montée dans les tours, ça reste vraiment très agréable pour tout le monde, pour l'habitacle, etc. Et avec des suspensions assez molles quand même, malgré certaines routes en piteux état, on était quand même très à l'aise dans la voiture. Voilà, demain on va faire demain matin, puisque là peut-être cette nuit, c'est encore à décider, à faire le deuxième tour de l'île en mode sport. Donc cette fois-ci, on utilisera toutes les capacités du moteur, donc de 200 chevaux, et on essaiera de voir combien de kilomètres on a fait avec le pourcentage restant. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour le bilan avec le mode sport. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve à mi-parcours, on se retrouve exactement au même endroit qu'hier, donc avec exactement le même itinéraire. Donc on a fait 90 km ce matin. Et on a utilisé en fait 25% de la batterie. Alors je vous rappelle, hein, hier on a utilisé 14% pour faire le même trajet, mais en mode Eco Plus, on était en mode sport avec donc les feux allumés, un petit peu de chauffage et la musique à fond. Donc ce qui veut dire qu'on a vraiment consommé plus, mais on s'attendait quand même encore beaucoup plus, on s'attendait quasiment au double, voire plus. On s'attendait à plus 30%. En fait, on est arrivé à 25% d'autonomie pour faire exactement le même trajet. Si on prend le ratio, hier, on arrivait à une batterie maximum à 650 km d'autonomie en Eco Plus. Là, par contre, on arrive plus dans les 380. Donc, c'est exactement ça qui va pouvoir nous donner à petit peu près l'autonomie réelle. Donc, on va pouvoir vraiment faire ce calcul une fois qu'on aura fait dans l'autre sens, donc direction l'Est pour arriver sur Saint-Denis. Donc, c'est parti, on y va. Voilà, on a terminé donc le deuxième tour, donc notre test complet du Hyundai Kona 64 km est maintenant terminé. Nous avons fait les deux tours de l'île avec les deux modes les plus extrêmes donc, de cette voiture. Donc là avec le mode sport, donc, nous avons effectué donc, les 222 km, la même distance qu'hier, mais avec on a mangé 65% de la batterie. Si on prend le ratio kilomètre en pourcentage parcouru, hier en mode Eco Plus, 1% valait à peu près 6,5 km, donc pour 100% on avait 650 km d'autonomie théorique. Et aujourd'hui on est descendu à 3,41, ce qui nous donne une autonomie d'à peu près 341 km en mode sport, tout en se faisant plaisir, avec des montées, avec énormément de voies rapides. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir et de faire vraiment beaucoup de bornes, parce que là il reste encore 19%, on n'a pas terminé complètement la batterie et pourtant on a roulé un petit peu comme des cochons, si je puis me permettre, en mode sport. Donc si on prend le ratio, donc ce qu'on voulait c'est avoir une autonomie plus proche de la réalité. Si on prend les 650 d'hier et les 341 d'aujourd'hui, on arrive à une moyenne de 495,5 km d'autonomie.
d'autonomie en réel. Donc c'est juste énorme. Pour une voiture électrique, elle a énormément. C'est une voiture vraiment très efficiente. En fait, ce qui fait son très bon rapport autonomie, c'est la récupération d'énergie. Même quand vous bombardez en mode sport, à partir du moment où vous allez lâcher l'accélérateur, vous allez mettre un petit peu de frein, vous allez récupérer tellement d'énergie qu'au final, votre accélération, même si elle a été très puissante, en fait, au final, vous n'avez pas consommé tant que ça. Parce qu'entre ce que vous avez consommé et ce que vous allez récupérer, la différence est assez faible. Ce qui fait qu'on arrive à cette autonomie qui est quand même juste énorme de 495,5 km de moyenne. Ça reste une théorie. Il faudra vraiment vider la batterie pour vraiment voir l'autonomie complète. Mais en tout cas, ça a été un très bon test pour nous. 2 jours de conduite, 400 km. Je peux vous dire que c'était quand même plutôt agréable. La clim et les sièges climatisés, un très bon point. Vraiment très appréciable. Ça évite d'avoir de l'air frais en pleine figure. Souvent, ça rend malade. Donc ça, ça a été très efficace. Pour le reste, la tenue de route dans les virages était assez moyenne lorsqu'on bombarde un petit peu avec le mode sport. C'est vrai qu'on est un peu ballotté, on se prend un peu comme sur un bateau. Donc c'est une voiture qui est vraiment faite pour le confort. On peut bombarder un petit peu avec, mais voilà, faire de la route de la montagne en essayant de rouler assez fort, c'est vraiment pas fait pour ça. Mais sinon, voilà, j'ai pas mal au dos, j'ai mal quelque part. Le siège est très bien maintenu, le fait de vraiment personnaliser, je le disais hier, c'est vraiment un très bon point. Donc voilà, c'est un très bon produit. C'est la première fois que j'utilise une électrique, pourtant j'adore ça, que je regarde quasiment jamais la jauge. Je sais que où j'aille, même en faisant un tour de l'île, je sais que je vais pouvoir y aller. En fait, aucun stress dû à l'autonomie. On peut y aller, on peut bombarder, on peut prendre des montées, on peut faire du trajet, on peut faire de la route. On n'est jamais sous le stress de l'autonomie. C'est vraiment une très bonne voiture. Voilà, nous on va se quitter là. Moi je vais finir par un remerciement à Hyundai, Ettore Automobile, de nous avoir prêté cette Hyundai Kona 64 kWh en version blanche. Donc au niveau tarif, on est à 41 600 € avant le super bonus. Donc si vous avez un diesel d'une certaine année, vous pouvez récupérer encore 2500 €, donc ce qui peut vous faire descendre la facture en dessous les 38 000 €. En tout cas, prix de départ 41 000 €, déjà beaucoup d'options de série. C'est une très belle voiture. Sincèrement, si vous avez les moyens, venez l'essayer, vous verrez par vous-même. C'est vraiment une des meilleures voitures électriques qu'il y a sur le marché. En tout cas, pour son prix, allez-y, foncez quoi. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests sur VE974. En attendant, portez-vous bien. C'était Romain. Peace.